très intéressant pour ma part, qui est celui de l'énergie cinétique. Donc avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager ou de laisser un commentaire toute question ou toute proposition pouvant faire avancer le projet, car c'est ensemble pour mieux avancer et faire les choses. Donc, lorsque vous regardez par exemple quand vous êtes en route et que vous voulez prendre un taxi, quand vous regardez une moto qui passe par exemple, vous voyez cette moto là en train d'avancer. La partie solide de la moto, la partie dessus de la moto est en train d'avancer en ligne droite. Par contre, les roues, elles sont en train de tourner. On va donc dire que cette partie solide dessus là, le capot, ici on peut appeler ça ici, est en train d'effectuer un mouvement de translation. Par contre, les roues de la moto, quand elles sont en train d'effectuer un mouvement de rotation. On va donc définir par là deux notions, deux références à l'énergie cinétique. On va appeler l'énergie cinétique de translation pour la première partie qui effectue un mouvement de translation. Et l'énergie cinétique de rotation pour la deuxième partie de la moto qui effectue un mouvement de rotation. Il n'est pas exclu qu'un solide peut effectuer à la fois un mouvement de translation et un mouvement de rotation. Et à ça, on va aussi associer une énergie qu'on appelle l'énergie cinétique. Donc, une énergie cinétique de translation est simplement donnée par quoi? Pour un objet de masse M qui se déplace avec une vitesse V. Il y aura une énergie cinétique de translation qui sera donnée par la relation ECT est égal à 1,5 de mv carré. Bien entendu, M étant sa masse en kg, V sa vitesse en mètres par seconde. Ensuite, pour un solide dans un mouvement de rotation, il aura une énergie cinétique ECR qui sera donnée par la relation 1,5 de J delta oméga carré. Oméga étant sa vitesse angulaire puisqu'il est en rotation autour d'un certain axe. Il aura une vitesse angulaire oméga t en radians par seconde. Maintenant, J delta c'est quoi? C'est simplement le moment d'inertie du solide. Et chaque solide qui a une forme régulière a un moment d'inertie J delta particulier qui sera donc donné. Je vais prendre un exemple. Si on prend une tige, c'est-à-dire un morceau de bâton long, son moment d'inertie par rapport à son centre de gravité sera donné par la relation 1/12 de ml carré. Et si on prend maintenant une sphère, une bille par exemple, une sphère pleine, j'insiste là-dessus, son moment d'inertie sera donc 2/5 de ml carré. Lorsqu'on parle de moment d'inertie, c'est-à-dire elle tourne autour de son centre de gravité. Par conséquent, elle a un moment d'inertie J delta est égal à 2/5 de ml carré. Maintenant, pour les autres solides donc, qui n'ont pas de forme particulière ou alors qui tournent autour d'un axe qui n'est pas leur centre de gravité, pour déterminer leur moment d'inertie, dans ce cas-là, on va donc utiliser un théorème très puissant qu'on appelle le théorème de Huygens, qui est donné par la relation ci-dessous. J delta est égal à J delta G plus MD carré. J delta G, c'est le moment d'inertie du solide lorsque le solide tourne autour de son centre de gravité. Maintenant, M étant la masse complète du solide et D la distance entre les axes delta et delta G. Je disais tantôt, delta c'est l'axe par lequel le solide est en train de tourner. Delta G c'est l'axe par lequel le solide aurait tourné s'il tournait par rapport à son centre de gravité. On va donc prendre le carré de cette distance là pour appliquer donc le théorème de Huygens afin de déterminer le J delta avec lequel nous allons travailler dans cette relation là. Donc maintenant, si un solide effectue à la fois un mouvement de translation et un mouvement de rotation, il y aura une énergie cinétique qui sera égale à ECT plus ECR, qui est donnée par la relation aussi simple que ça. Et en dernier point, il y a le théorème de l'énergie cinétique. Il est donné simplement par la relation de l'énergie cinétique égale à la somme algébrique des travaux des forces extérieures. Donc, vous pouvez l'énoncer de façon simple en retenant uniquement cette formule-ci. Donc, dans un système galiléen, dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un système, la variation de l'énergie cinétique d'un système est égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces extérieures qui s'exercent sur ce système-là pendant cet intervalle de temps. Donc, n'oublie pas. Et lorsqu'on parle de variation, comme vous savez, la variation, c'est-à-dire à un certain moment on a une certaine valeur et à un autre moment on a une autre valeur. Lorsqu'on parle de la variation au deuxième moment ou au temps supérieur, moins la variation, moins l'énergie au temps inférieur. Donc la variation c'est l'énergie à un deuxième moment, moins l'énergie à un temps précédent, qui est égal à la somme algébrique des travaux des forces extérieures. Bon, pour illustrer ça de façon pratique, je vais prendre un exemple. Je vais donc rester avec, on va prendre une bille pleine, par exemple, lorsque vous voyez les enfants jouer au quartier avec des billes, on va prendre une bille pleine, qu'on va laisser au sommet d'un plan incliné. Maintenant, lorsqu'on va abandonner cette bille pleine au sommet d'un plan incliné, qu'est-ce qui va se passer? Elle va donc se mettre à rouler. Ou alors on peut voir dans un deuxième cas de figure comme elle peut plutôt glisser. Et si elle glisse, mouvement de translation, si elle roule, forcément elle va rouler en avançant, il y aura à la fois mouvement de rotation et mouvement de translation.
Donc, je disais donc, si on va prendre une vie, on va la déposer au sommet, donc, ici, et qu'on suppose qu'elle soit en train de glisser, elle va donc partir du sommet du plan incliné, ou le pied du plan incliné. Donc, elle va donc partir du point O, qui est même en même temps l'origine de notre repère, puisqu'on a orienté notre repère OX, et du point O au point S. Les forces qui vont nous s'appliquer sur notre bille seront le poids, qui est lié directement à la bille, la force de frottement puisqu'elle est en train de glisser sur un sol rugueux et la réaction. Et bien sûr, la force de frottement est placée dans ce cas-ci parce qu'on appelle le sol rugueux. Maintenant, si on est sur un sol parfaitement lisse, il n'y aura pas de force de frottement. Maintenant, la bille part d'ici sans vitesse initiale, c'est-à-dire on l'a lâché, on l'a abandonné à ce niveau-ci, c'est-à-dire la vitesse initiale est égale à 0. Et on voulait donc déterminer sa vitesse au pied du plan incliné. Par conséquent, on va appliquer simplement notre fameux théorème qui est le théorème de l'énergie cinétique. Soit disant que la variation de l'énergie cinétique est égale simplement, comme on l'a dit, à la somme algébrique des travaux de toutes les forces extérieures qui s'exercent sur le solide entre le point O et le point S. Par conséquent, comme la variation c'est l'énergie cinétique finale, c'est-à-dire l'énergie cinétique en F, moins l'énergie cinétique en O, sera égal au travail de toutes les forces extérieures, c'est-à-dire le travail du poids, plus le travail de la force du mouvement, plus le travail de la réaction. Maintenant, le travail de cette réaction-là, qui on peut encore appeler réaction normale étant donné qu'il y a des forces de mouvement, le travail de cette réaction normale-là est toujours nul. Pourquoi est-ce que le travail de la réaction est toujours nul? Simplement parce que la réaction est toujours perpendiculaire au déplacement. Par conséquent, son travail est nul. Bien sûr, il faut à titre de rappel, le travail d'une force est donné simplement par le produit scalar de la force du vecteur déplacement. Maintenant, étant donné que nous voulons l'énergie cinétique en S, on va donc faire 1 demi de M, vitesse en S au carré, moins l'énergie cinétique en O, c'est 0, parce qu'on a bien dit que le sol était abandonné là-bas sans vitesse initiale. Par conséquent, la vitesse en O étant 0, l'énergie cinétique en O vaut 0, est égal au travail du poids. Si vous vous rappelez, le travail du poids d'un corps ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement de la différence d'altitude entre la position de départ et la position d'arrivée. On quitte donc d'un point O pour un point S. On est en train de quitter d'un point qui est plus en haut pour un point qui est plus en bas. Par conséquent, le travail du poids sera donc simplement MEGH, avec H étant la différence d'altitude entre les deux points. Maintenant, le travail de la force de frottement, on va appliquer simplement la formule travail de la force égale à produit scalar de la force du vecteur déplacement. Dans le cas si l'angle entre la force de frottement qui est en train d'aller dans le sens opposé au sens des X, le déplacement se fait dans le sens des X, l'angle entre les deux, entre la force et le déplacement est de 180 degrés, le côté 180 degrés étant moins 1. Par conséquent, le travail de la force de frottement est dans ce cas moins FD, D étant la distance du déplacement, c'est-à-dire OS, plus le travail de la réaction normale qui vaut 0, on l'a déjà expliqué. Par conséquent, très rapidement, on va tirer ici. La vitesse au point S sera simplement égale à quoi? La racine carrée de 2GH moins 2FOS sur M. Voilà. Il suffit maintenant à partir d'ici de rentrer dans les données, de regarder les valeurs et de faire l'application numérique. Donc voilà simplement comment est-ce qu'on applique le théorème de l'énergie cinétique. Il ne faut pas se casser la tête à chercher à avoir des trucs compliqués. Donc dès que vous avez une vitesse et que vous cherchez une deuxième vitesse, vous appliquez le théorème de l'énergie cinétique. Maintenant, si j'ai deux vitesses et que je cherche un autre élément, je peux rapidement appliquer le théorème de l'énergie cinétique afin d'avoir cet élément-là. Que ce soit une distance, que ce soit une force ou que ce soit un angle. Maintenant, H, on a dit que H était la différence d'altitude entre le point O et le point S. H, c'est en fait cette différence d'altitude ici. Très rapidement, dans le triangle OS, on va placer ici un point grand H. Dans le triangle OSH, le sinus de alpha est simplement égal à quoi? Côté opposé OH sur l'hypoténuse OS. Donc, notre fameux H sera simplement égal à OS multiplié par le sinus de notre angle qui est là, le sinus de alpha. Et puis c'est tout. C'est ça qu'il s'agit. Maintenant, en dernier point, revenons un temps soit peu sur le théorème de Huygens. On a dit que le théorème de Huygens se donnait par ceci. Il faut faire un petit cas pratique. C'est-à-dire qu'on va prendre une petite tige, là, longue, de masse M et de longueur L. Voici son centre de gravité ici, G, en principe. Donc cet axe qui passe par son centre de gravité est appelé delta G. Prenons maintenant un axe delta qui passe par ce point-ci.
Alors, qu'est-ce qu'on aurait? D étant la distance entre les deux axes delta et delta G. Alors, le moment d'inertie de cette tige-ci par rapport à cet axe delta est simplement égal, d'après le théorème de Huygens, au moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe G, plus la masse de la tige multipliée par le carré de la distance entre les deux axes. Et maintenant, J delta d'une tige homogène, c'est 1/12 de ML carré plus le MD au carré. Maintenant, D va varier. D va donc dépendre de la distance entre l'axe delta et l'axe delta G. Si l'axe delta est ici à l'extrémité, alors la distance D sera simplement égale à L sur 2. Si ça vient être ici au milieu, la distance sera donc L sur 4 et ainsi de suite. Donc ça va dépendre donc de la position maintenant de l'axe delta et de l'axe delta G. C'est tout. Une fois qu'on a ce moment d'inertie, maintenant pour avoir donc l'énergie cinétique de la tige, puisque ça rote par rapport à l'axe delta, on applique simplement la formule qu'on a déjà donnée plus haut. L'énergie cinétique de rotation, 1,5 de J delta multiplié par oméga au carré. On a bien dit, on insiste là-dessus, oméga étant la vitesse angulaire. Bien sûr, à titre de rappel, oméga est égal à 2 pi grand N, où grand N est la vitesse de rotation, c'est-à-dire grand N est égal au nombre de tours sur le temps mis, pour faire ce nombre de tours là. Et d'autre part aussi, on sait que la vitesse linéaire V est égale à 2 pi Rn. Voilà, par conséquent, il peut donc avoir une relation entre la vitesse angulaire et la vitesse linéaire, qui est donnée par la relation vitesse linéaire est égale au rayon de la trajectoire multiplié par la vitesse angulaire. Donc vous pouvez jouer avec toutes ces formules-là et puis remplacer là-bas, faire des cas pratiques. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a apporté de nouvelles notions, des éclaircies par rapport à ce que vous saviez ou bien ce que vous croyez savoir. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à inviter vos amis à vous abonner, à partager dans le groupe WhatsApp, Facebook, etc. Et surtout de commenter, poser toutes vos questions et rester connectés.